Bonjour à toutes et à tous. Alors, Louis Pasteur, on connaît tous le nom, il est sur nos briques de lait, sur des places, des lycées, mais au fond, qui était-il vraiment? Qu'est-ce qu'on sait de son parcours, de ses intuitions, de cette méthode de travail incroyable qui a littéralement tout changé en chimie, en biologie et en médecine? Bon, eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble, on va remonter le temps pour comprendre comment cet homme a bâti une véritable révolution scientifique. C'est parti. On commence par cette phrase parce qu'elle est la clé de tout. C'est vraiment le logiciel de pensée de Pasteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grandes découvertes, ce n'est pas un coup de chance, ce n'est pas un éclair de génie qui tombe du ciel. Non, c'est le résultat d'un travail acharné, d'une curiosité sans faille et surtout d'un esprit qui est prêt à voir ce que les autres ne voient pas. C'est ça, un esprit préparé. Et vous allez voir, c'est le fil rouge de toute sa carrière. Alors voilà le programme. On va d'abord s'intéresser à l'homme derrière la légende, ensuite on plongera dans ses premiers travaux sur les cristaux, vous allez voir c'est passionnant, puis on verra comment ça l'a amené à la fermentation, à la fameuse théorie des germes, et bien sûr à la course folle au vaccin. Et on terminera sur l'héritage qu'il nous a laissé. Allez, on commence par le commencement. Avant d'imaginer le grand savant en blouse blanche, qui était Louis Pasteur? Pour vraiment saisir son génie, il faut d'abord rencontrer l'homme. Imaginez un peu, on est en 1822. Pasteur naît à Dole, dans le Jura. Et il ne vient pas du tout d'un milieu de scientifique. Son père est tanneur, un métier très manuel. C'est aussi un ancien soldat de Napoléon, ce qui va transmettre à lui un grand sens du concret, du pratique. Malgré ça, il fait un parcours scolaire brillant et il intègre la prestigieuse École normale supérieure. Et puis il y a un événement absolument capital, son mariage. Marianne Leurent n'est pas juste la femme d'eux. C'est sa plus fidèle, sa plus proche collaboratrice. C'est elle qui écrit sous sa dictée, qui l'assiste dans ses expériences. Sans elle, son histoire n'aurait sans doute pas été la même. Et maintenant, on passe à sa toute première étincelle de génie. Celle qui va tout déterminer pour la suite. Oubliez les microbes pour l'instant. Au début, Pasteur, c'est un chimiste. Et il est fasciné par un mystère, la structure invisible de la matière. Alors, accrochez-vous bien, parce qu'on a une vraie énigme scientifique là. À l'époque, les chimistes se cassent les dents sur un problème. Il y a deux acides, le tartrique et le paratartrique. Sur le papier, leur formule chimique est exactement la même. Sauf que, quand on fait passer de la lumière polarisée à travers une solution d'acide tartrique, la lumière est déviée. Alors qu'avec l'autre, l'acide paratartrique, il ne se passe rien. Rien du tout. Un grand scientifique de l'époque a même juré que leurs cristaux étaient identiques. Mais le jeune Pasteur, lui, il n'y croit pas. Il sent qu'il y a un truc qui cloche. Pour lui, ce n'est juste pas possible. Pour piger sa découverte, il faut comprendre un concept, la chiralité. C'est simple. Regardez vos mains. Votre main droite est l'image miroir de votre main gauche, d'accord? Mais essayez de les superposer parfaitement, paume contre paume, pouce sur pouce, ça ne marche pas. Eh bien ça, c'est la chiralité. C'est la propriété d'être non superposable à son image miroir. Et Pasteur va avoir l'intuition que cette propriété existe au niveau des molécules. Alors qu'est-ce qu'il fait notre jeune Pasteur? Il ne se contente pas de lire les autres, non. Il se met à son microscope et il regarde. Et là, il voit le détail que personne n'avait vu. Dans l'acide tartrique, tous les cristaux ont une petite facette, une petite asymétrie, toujours du même côté. Mais le truc incroyable, c'est quand il regarde l'acide paratartrique, celui qui ne faisait rien. Il découvre que c'est un mélange de cristaux avec la facette à droite et d'autres avec la facette à gauche. Des images miroirs parfaites, comme nos deux mains. Et c'est là que le coup de génie arrive, avec une simple pince à épiler. Imaginez le travail de patience. Il se met à trier, à la main, un par un, les cristaux. D'un côté les droits, de l'autre les gauches. Ensuite, il dissout chaque tas séparément. Et là, bingo, la solution des cristaux droits dévie la lumière à droite. Celle des cristaux gauches dévie la lumière à gauche. Le mystère est résolu. L'acide qui semblait inactif était en fait un mélange à 50-50, et les deux effets s'annulaient. C'est énorme. Il vient de fonder une nouvelle branche de la chimie, mais surtout, il se forge une conviction pour le reste de sa vie. Cette asymétrie, la dissymétrie, c'est la signature du vivant. Ok, donc on a un chimiste qui a découvert un truc fou sur les cristaux. Et alors, eh bien c'est là que ça devient passionnant, parce que c'est cette idée, née de la chimie, qui va le faire basculer dans le monde de la biologie et au cœur des plus grands débats de son temps. À l'époque, il y a une théorie très populaire, la génération spontanée. L'idée, c'est que la vie, les microbes par exemple, peuvent apparaître à partir de rien, comme par magie, dans de la matière en décomposition. Pour eux, les microbes sont la conséquence de la pourriture. Mais Pasteur, lui, il est convaincu du contraire. Il pense que les microbes sont la cause de la pourriture. Et il se souvient de ces cristaux. Pour lui, la vie est forcément asymétrique. Donc, les ferments qui font tourner le vin ou la bière, ça doit être des organismes vivants. Alors, pour mettre tout le monde d'accord, Pasteur va concevoir une expérience qui est juste géniale d'intelligence. Il prend un bouillon de clôture, il le fait bouillir pour tuer tous les microbes. Le ballon reste ouvert à l'air, mais il a étiré le col pour lui donner une forme de S, un col de cygne. C'est ça l'astuce. L'air peut entrer et sortir, mais les poussières de l'air, qui transportent les germes, elles, restent piégées dans la courbure.
Le résultat, il est spectaculaire. Le bouillon reste parfaitement clair, stérile, pendant des mois, des années. Et dès qu'on penche le ballon pour que le liquide touche les poussières, quelques heures plus tard, ça grouille de vie. La preuve est faite, les microbes ne naissent pas spontanément, ils viennent de l'extérieur. C'est imparable. On pourrait se dire, ok, super, il a gagné un débat scientifique. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. En prouvant que les germes sont partout, il vient de poser la première pierre d'une révolution complète de la médecine. C'est là que Pasteur a une intuition de génie. Il fait une analogie toute simple. Il se dit, la fermentation, c'est un peu comme une maladie du vin ou de la bière. C'est causé par des micro-organismes. Et les maladies, chez l'homme ou les animaux, ça ressemble étrangement. Et si c'était pareil ? Si les maladies infectieuses étaient, elles aussi, causées par des germes invisibles qui nous envahissent ? Cette simple question, elle va tout changer. À partir de là, les applications concrètes sont énormes. Pour l'industrie du vin, il invente la pasteurisation. On chauffe un peu pour tuer les mauvais germes sans abîmer le produit. Il sauve l'industrie de la soie en identifiant le microbe qui tue les vers à soie. Et puis, il y a l'impact sur la médecine. En Angleterre, un chirurgien, Joseph Lister, lit les travaux de Pasteur et se met à pulvériser de l'acide sur les plaies pour tuer les germes. C'est l'antisepsie. Et Pasteur ira encore plus loin en disant « Il ne faut pas juste tuer les germes après, il faut s'assurer que tout soit stérile avant l'opération. C'est la naissance de l'asepsie qui va sauver des millions de vies. » Et on arrive maintenant au sommet de sa carrière, au chapitre qui va faire de lui une véritable légende dans le monde entier. On entre dans la course au vaccin. Et comme souvent, tout part d'une observation, presque d'un oubli. En travaillant sur le choléra des poules, son équipe laisse vieillir des cultures de microbes pendant les vacances. À leur retour, ils inoculent ces vieilles cultures à des poules et, surprise, elles ne meurent pas. Mais là où Pasteur est génial, c'est dans l'étape suivante. Il se dit « Tiens, essayons de réinjecter la culture toute fraîche, la version super virulente. » Et là, miracle, les poules survivent. Il comprend que la vieille culture, affaiblie, atténuée, a servi de bouclier, de vaccin. C'est le déclic. Il vient de comprendre qu'on peut fabriquer des vaccins artificiellement. Fort de ce principe, Pasteur s'attaque à un ennemi terrible, la maladie du charbon, qui décime les troupeaux de moutons et de bœufs. C'est un désastre économique. Mais beaucoup de scientifiques et de vétérinaires sont sceptiques, ils se moquent de lui. Alors pour convaincre tout le monde, Pasteur va faire un pari fou. Une démonstration publique, un vrai show scientifique où il n'a pas le droit à l'erreur. L'expérience se passe à Pouilly-le-Fort et elle est simple, presque brutale. On prend 50 moutons, on en vaccine 25, on laisse passer un peu de temps, puis on inocule à tous les 50 moutons la bactérie du charbon, la version mortelle. Le jour des résultats, des journalistes, des vétérinaires, des curieux, tout le monde est là. Et le spectacle est saisissant. Les 25 moutons vaccinés sont là, en pleine forme, en train de brouter tranquillement. Les 25 autres sont morts ou mourants. Le silence se fait. C'est une victoire écrasante, totale. Mais l'ultime défi, c'était la rage. Une maladie qui faisait trembler tout le monde. La rage, c'était une condamnation à mort, dans des souffrances horribles, 100% de mortalité. Pasteur arrive à mettre au point un vaccin, mais sur des chiens. Comment passer à l'homme ? Et un jour de juillet 1885, on lui amène un petit garçon de 9 ans, Joseph Meister, mordu 14 fois par un chien enragé. Imaginez le dilemme. Pasteur n'est pas médecin, il risque la prison s'il échoue. Il hésite, il est angoissé. Finalement, il tente. Il commence le traitement. Et le petit garçon survit. C'est cet acte d'une audace folle qui va le faire passer de grand savant à héros mondial. Alors, après tout ça, qu'est-ce qui nous reste de Pasteur aujourd'hui ? Une fois qu'on enlève la statue du commandeur, quel est son véritable héritage ? Celui qui compte encore pour nous ? En fait, son héritage, il est monumental. Il est partout, dans notre quotidien. D'abord, il a carrément fondé une nouvelle science, la microbiologie. Il a inventé le principe même du vaccin, à base de germes affaiblis, un principe qu'on utilise encore. La pasteurisation du lait, des jus de fruits, c'est lui. La chirurgie moderne, qui repose sur l'asepsie, n'existerait pas sans ses travaux. Et puis bien sûr, il y a l'Institut Pasteur, financé par une souscription mondiale, qui est encore aujourd'hui un des plus grands centres de recherche du monde. Alors, c'était quoi son secret, son super pouvoir ? Ce n'était pas forcément d'être le premier à avoir une idée. D'autres, avant lui, avaient eu l'intuition des germes ou des vaccins. Non, son vrai génie, c'était de prendre une idée un peu floue et de la transformer en une certitude scientifique. C'était sa capacité à imaginer l'expérience parfaite, l'expérience cruciale qui ne laisse aucune place au doute. Pensez au ballon à col de cygne ou au mouton de Pouilly-le-Fort. C'était un génie de la méthode et de la preuve. Et pour finir, je voudrais qu'on se pose cette question. Face aux crises sanitaires qu'on connaît, qu'est-ce que le parcours de Pasteur peut nous apprendre ? Peut-être une chose toute simple, mais essentielle. L'importance de la recherche fondamentale, la nécessité d'apporter des preuves claires pour convaincre, et surtout, la puissance d'une approche scientifique méthodique, rigoureuse et patiente. Finalement, face à la maladie, il nous rappelle qu'il n'y a pas de solution magique. Il y a la science. Et ça, c'est une leçon qui, je crois, ne vieillira jamais.